Pourquoi la science n'aime pas les femmes? Et attention, hein, ce n'est pas une question, mais une affirmation. La vôtre, Fabiola Flex. Merci à vous d'être avec nous. C'est le titre de votre livre, hein, publié chez Bucher-Chastel. Alors, vous êtes entrepreneur, hein, vous êtes passé par de grandes entreprises internationales, notamment. Vous avez été aussi journaliste. Et donc là, vous vous intéressez à cette question du rapport entre les femmes et les sciences, alors que les stéréotypes ont encore la vie dure, notamment en France, et que les femmes ne se tournent pas forcément avec évidence vers les sciences dites dures, comme la chimie, les mathématiques ou la physique. Est-ce que c'est en partant de ce constat-là que vous avez voulu comprendre et que vous êtes lancé dans cette enquête? Alors, plusieurs choses. Bien sûr, déjà, il faut un sujet. On écrit bien sur un sujet lorsqu'il nous touche personnellement. Et moi, on peut dire que je suis un peu une caricature, blonde, blanche, pas du tout scientifique. Vous avez fait Sciences Po, l'ESSEC, une école de voilà, commerce. Rien de science. Pas du tout votre domaine. Je crois que le seul cours que j'ai vraiment apprécié en sciences dures, c'est les moles en physique, parce que je l'avais compris. C'était un miracle. Alors comment ça se fait que vous soyez allé Et en fait, comme vous l'avez noté, j'ai travaillé plusieurs années dans un domaine qui est assez technologique, c'est celui des systèmes de piles à hydrogène, que j'adore. Hein. C'est l'environnement, c'est pour les zéro émissions, donc voilà. Entouré d'ingénieurs. Et lorsque la société, dans les premières années de l'entreprise, je savais que le fondateur voulait vraiment recruter des femmes et avait quelques soucis. J'ai croisé ce souci-là, mes propres idées, et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Est-ce que vraiment les femmes n'aiment pas la science? Est-ce que c'est la science qui n'aime pas les femmes? Creusons, comme je l'ai toujours fait. J'adore creuser, j'ai toujours écrit à côté de mon travail. Alors, conclusion? Conclusion, elle est très simple. La science aime les femmes qui aiment la science. Et alors, comment les femmes peuvent-elles aimer la science? C'est aussi la question qu'on peut se poser, parce que pendant longtemps, on n'a pas laissé l'accès aux sciences aux femmes, tout simplement. Mais pendant longtemps, la société était telle qu'elle. Bien sûr. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, une femme qui aime la science, et d'ailleurs, beaucoup aiment la science, dans les sciences de la santé, 64% des élèves sont des femmes. Oui, mais alors, on est dans les sciences dites humaines, la médecine ou autre. On est encore dans des sciences du soin qui ramènent encore la femme à ce soin qu'elle apporte au foyer, qu'elle apporte aussi à la maison. C'est encore, pas caricatural, mais c'est encore quelque chose d'assez genré. En revanche, pour ce qui est des sciences dures, là, elles sont vraiment pas nombreuses. Hein. Alors, vous me permettez? Allez-y, bien sûr, je vous permets. Vous interprétez le fait qu'il y ait des femmes plus dans les sciences dites de soins comme une caricature, comme le fait de ramener les femmes... C'est une interprétation, oui. C'est une interprétation, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes encore, hélas, mais on espère qu'on va en sortir, en pleine crise sanitaire. En quoi les sciences dites du soin, les sciences dites de l'homme seraient-elles moins valorisantes que les... Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que simplement pour les sciences dures, il est moins facile aujourd'hui pour les femmes d'y accéder. Alors, il y a plein de raisons. Vous l'évoquez dans votre livre, il y a peu de figures scientifiques historiques qui peuvent aussi permettre aux femmes peut-être de s'identifier et d'y aller. Il y a Marie Curie, notamment. Pas grand monde derrière. Contrairement aux hommes. Mais alors, je pense que dans le grand public dont je fais partie, si l'on pose la question, citez-moi des grands scientifiques, hommes ou femmes d'ailleurs. Hein. Oui, Einstein, il arrive tout de suite. Alan Turing, par exemple, le mathématicien. Là, il y a déjà, même eu un grand film hollywoodien autour de lui. Certes, la liste s'arrête. Louis Pasteur. Là, vous êtes dans les sciences, attention. Pasteur, Nicolas Copernic aussi. Enfin, je veux dire, j'ai noté, il y a Galilée, Pythagore, Thalès, Charles Darwin. Enfin, c'est quand même, les sciences dures, elles se sont construites avec les hommes au cours des siècles et des millénaires. Comment les femmes aussi peuvent s'y reconnaître? Alors oui, il y a Marie Curie, mais après. Encore une fois, je reviens. Aujourd'hui, mon enquête, durant laquelle j'ai interviewé de nombreuses jeunes femmes et femmes, dans les sciences dures, dans les sciences dites moins dures, les femmes, et c'est une grande chance que nous avons en France, les femmes et les jeunes femmes qui aiment les sciences dures ou pas, y arrivent. Et d'ailleurs, elles ne supportent pas qu'on leur dise « Mais comment ça se fait? Vous n'y arrivez pas? Vous avez plus de mal parce que vous êtes une femme. C'était dur. Hein, mais est-ce que c'est plus difficile? Parce que y a, par rapport, je veux dire, à l'environnement, il y a au début de votre livre, vous citez Alessandro Strumia, qui a été mis à pied, hein, d'ailleurs, par le CERN, hein, je crois, hein, parce qu'il avait affirmé que la physique était une affaire d'hommes avant d'accuser les femmes d'accaparer des postes au nom de la parité. Alors, il a reconnu, Alessandro, il a reconnu qu'il était allé un peu fort, certainement, sous le coup de la colère.
idéologise les sciences et les oui, femmes. certes, tout le monde. Vous savez, dans les études, on trouve vraiment, et ce qui s'est passé encore sur le Covid, on peut vraiment trouver de justification à tout ce qu'on veut, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'aujourd'hui, si les femmes, en Occident, veulent se tourner vers les sciences dures, c'est possible? Mais absolument. Il n'y a pas besoin de quotas, alors vous dites? Non, je suis opposée au quota. Mon enquête me conduit à être opposée au quota. Pourquoi? Pour deux choses. Lorsqu'on regarde les pays qui sont considérés comme les plus égalitaires entre les hommes et les femmes dans le monde, et notamment les pays nordiques en Europe, eh bien, dans ces pays-là, les femmes ne vont pas vers les sciences dures. Pourtant, elles ont le choix. Elles sont moins victimes des stéréotypes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur les quotas. Une des justifications souvent évoquées pour mettre en place des quotas, c'est « mais vous vous rendez compte, si on ne met pas de quotas, il faudra 150 ans pour avoir autant de femmes au poste à responsabilité. » C'est ce que dit par exemple un sociologue comme Jean-Claude Kaufmann. Tout à fait. Alors, je me permets d'oser poser la question à M. Kaufmann. 150 ans sur 2020 années, est-ce vraiment si grave? Est-ce qu'il est vraiment urgent d'imposer des quotas? Et est-ce que le critère 50% hommes-femmes partout, hommes-femmes, hein, on n'a pas choisi hommes, on n'a pas choisi par exemple personnes issues d'un milieu très défavorisé, personnes issues d'un milieu aisé. Pourquoi on choisit les femmes? Parce que c'est plus facile? Si c'est ça la raison, je pense que... Pas évidemment, mais c'est aussi une question simplement d'égalité. D'égalité, mais pourquoi on choisit cette égalité entre les hommes et les femmes et pas, par exemple, entre ceux qui sont issus d'un milieu défavorisé et ceux d'un milieu favorisé, alors que il y a des subventions qui existent justement pour les gens qui n'ont peu de moyens ou qui viennent de milieux... Et c'est très bien. Oui. Et j'ai interviewé de nombreuses jeunes femmes dans ce cas-là. Et c'est beaucoup plus difficile aussi pour ces gens-là, hein, ça l'est, qu'ils soient mais hommes ou femmes, justement, d'ailleurs. mais alors pourquoi les quotas portent sur hommes-femmes? Parce qu'il y a une égalité de fait. Non? Non. Pas pour vous? Non. Bon. Parce qu'en politique, quand même, pour être très clair, si on n'allait pas imposer les quotas en France, on n'aurait pas le personnel politique féminin qu'on a aujourd'hui. Ça a fonctionné. Encore une fois. Non, ça, vous ne trouvez pas? Lorsqu'on regarde, par exemple, les conseils d'administration des entreprises, certes, il y a des femmes, on est tous fiers qu'il y ait plus de femmes. Et encore une fois, moi, je suis pour la progression des femmes. Moi-même, je suis la plus féministe des féministes. C'est la question que je me pose parce que dans votre livre, je me suis posé la question, justement. Relisez-le. Mais non, bien sûr. Moi, au contraire, je me suis toujours battue pour mon indépendance, pour être libre, pour travailler et vivre toute seule. Je suis chef d'entreprise. Et quand il y a une inégalité de salaire, je hurle. Donc, plus féministe que moi, il n'y a pas. Par contre, je suis contre la facilité. C'est une facilité, ça? Je suis contre le fait, et en fait, c'est vraiment mon enquête qui m'a conduit à faire ça, parce que, encore une fois, c'est en partant de ces constats, ceux que vous mentionnez, que je me suis dit, non, il faut gratter, c'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment ça, la situation? Et c'est ce qui m'a conduit à faire mon enquête. Et ma conclusion, à l'issue de ça, c'est que je suis opposée au quota, comme certaines femmes que j'ai interviewées, qui étaient... du coup, mise obligatoirement dans ces jurys parce qu'il fallait tant de femmes dans des jurys et qui, au final, avaient moins de temps pour faire leurs recherches et mécontenter même les étudiants qui étaient interviewés. C'est peut-être le prix à payer pendant un certain temps. Bon, en tout cas, vous lancez le débat. Je lance le débat. Merci Fabiola Frex d'avoir été avec nous. Merci. Vous publiez donc chez Buchet-Chastel ce livre « Pourquoi la science n'aime pas les femmes ». Merci d'avoir été avec nous. Merci.